Ça fait maintenant une semaine que j'ai commencé à écrire le test de l'iPad Pro M4 et que j'ai l'impression d'être totalement dans une impasse. J'ai cette impression parce que l'iPad Pro M4 n'est pas tout à fait un modèle comme les autres. Il marque en effet une rupture dans la gamme et comme tous les produits en marge, il y a beaucoup de choses à en dire, à un point tel qu'une seule vidéo n'y suffirait pas. Et c'est précisément ce qui me pousse à réaliser la vidéo que vous êtes en train de regarder. Une vidéo qui va se focaliser sur un seul point, à savoir la puissance, et qui va surtout tenter de répondre à une question que nous sommes nombreux à nous poser. La puce M4 permet-elle à l'iPad Pro de prendre l'avantage sur les Mac ? Les usages viendront. Dans un premier temps, nous allons nous focaliser sur les benchmarks, et j'en ai choisi deux, Geekbench et 3D Mark. Le premier a accordé 3794 points en single core et 13 354 points en multicore sur la partie CPU, soit un score supérieur à celui du MacBook Pro M3 Max dans le premier cas et supérieur à celui du Mac Studio M1 Max dans l'autre. Sur ce terrain, donc, le M4 se rapproche pas mal du M3 Pro et il est donc très très loin de la puce M2 qui équipait la génération précédente d'iPad Pro. Et d'ailleurs, il est aussi loin devant la puce A17 Pro, une puce que l'on retrouve aujourd'hui sur les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max. Côté GPU, l'iPad Pro M4 a obtenu 53 273 points avec Metal, ce qui le place légèrement devant le MacBook Pro 14 pouces M3. Mais histoire de mettre ce score en perspective, il peut être intéressant de rappeler que le GPU le plus puissant présent au catalogue d'Apple, c'est celui du Mac Studio de 2023. Le M2 Ultra lui permet en effet d'atteindre les 220 000 points. Le M1 Max, pour sa part, tourne autour des 100 000 points. En revanche, il y a clairement un gain par rapport à l'iPad Pro M2, puisque ce dernier ne dépassait pas les 45 000 points. 3D Mark, pour sa part, accorde 8496 points sur Wildlife Extreme à l'iPad Pro M4 avec un framerate moyen de 50,9 IPS. On est évidemment loin des gros GPU de Nvidia ou d'AMD, mais ce score reste bien supérieur à celui de l'A17 Pro, présent à bord des iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max. Sur le même benchmark, le même test, ces derniers obtiennent en effet 3760 points avec un framerate moyen de 22,5 images par seconde. L'iPad Pro M1 de son côté atteint les 5000 points avec un framerate moyen de 30 images par seconde. L'iPad Pro M2 culminait pour sa part à 6615 points avec 39 images par seconde en moyenne. Il y a clairement un gain par rapport aux générations précédentes. C'est une évidence, tout comme il est évident que la puce M4 franchit un nouveau cap sur la partie CPU. Mais vous le savez, je n'aime pas trop les benchmarks et pour moi, ce sont les usages qui priment. Et le moment est justement venu d'en parler, par contre, je vous préviens d'emblée, on ne parlera pas de bureautique. Et ce pour une raison assez simple, aujourd'hui n'importe quel iPad est excellent dans cet usage. Et quand on achète un iPad Pro, généralement c'est pour aller un petit peu plus loin. Commençons avec la retouche d'image. Alors j'avais déjà évoqué ce point dans ma prise en main et je vous avais dit à l'époque que j'étais très agréablement surpris par les performances du M4. Et je vous rassure, mon avis n'a pas changé. Histoire de contextualiser un petit peu les choses, je travaille principalement avec des fichiers RAW non compressés. La plupart proviennent de mon Sony A7 IV. Les photos atteignent donc les 33 millions de pixels de définition et elles pèsent en moyenne entre 40 et 60 mégas. Pourtant, les retouches sont répercutées instantanément, qu'elles interviennent au niveau de l'exposition ou de la couleur. Même chose pour l'application de filtre. Et c'est aussi pareil pour toutes les fonctions dites intelligentes que Photomator aime beaucoup, que ce soit au niveau de la correction d'exposition ou le recadrage par IA. Les calculs prennent généralement moins d'une seconde. Il n'y a donc pas de réel délai d'attente entre le moment où vous cliquez sur le bouton et le moment où les modifications sont apportées à l'image. Le débrouilleur prend un petit peu plus de temps en revanche, comptez une dizaine de secondes. Même chose pour la suppression de l'effet de bande. Toutefois, ces opérations restent assez lourdes et il est donc logique que les changements impliqués ne soient pas immédiats. Pas de problème particulier non plus au niveau des exports, ils sont eux aussi instantanés. Le contraire aura de toute façon été étonnant, l'iPad Pro M1 était déjà très très bon dans cet usage. Le montage vidéo a longtemps été réservé au Mac, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Plusieurs éditeurs ont adapté leur solution à l'iPad. Et c'est notamment le cas de Wondershare, le partenaire de cette vidéo. Filmora est en effet disponible sur iPad depuis quelques années et il propose plein de choses très intéressantes. Et on va justement monter une vidéo ensemble pour voir un petit peu ce que vaut le logiciel et l'iPad Pro sur ce terrain. La première chose à faire, ce sera de créer un nouveau projet ou de charger un brouillon existant. Ces derniers peuvent être stockés en local sur l'iPad, bien sûr, mais aussi envoyés vers le cloud, pour les récupérer ensuite sur notre Mac, par exemple. Il est effectivement possible de commencer le montage d'un projet sur l'iPad et de le continuer ensuite sur son Mac, ou inversement. Après avoir créé notre projet, on va directement modifier sa définition en cliquant sur le bouton en haut sur la droite. Je vais le basculer en 4K puisque je vais utiliser des rushs tournés dans cette définition. Si besoin, on pourra aussi modifier la cadence pour la monter à 60 images par seconde ou activer le HDR, mais je ne vais pas toucher à ces options. Il va ensuite falloir importer nos clips.
Tout va se passer depuis la barre collée sur la gauche. Le premier bouton permet d'aller chercher des clips. On pourra les piocher dans photos ou dans un répertoire en passant par fichier, comme un disque SSD par exemple. Ici en l'occurrence, les clips ont été tournés à l'iPhone et ils sont donc stockés dans photos. Je vais juste taper dessus pour les sélectionner et valider l'import en tapant sur le bouton situé tout en bas. Et cet import justement est hyper rapide et ça donne une bonne idée quand même des performances proposées par l'iPad Pro. Je vous le rappelle, on est vraiment sur des rushs qui ont été filmés en 4K et qui sont donc loin d'être légers. Les séquences sont directement ajoutées à la timeline, une timeline qui peut bien entendu accepter plusieurs pistes. Si je vais chercher un autre clip par exemple, je vais pouvoir le placer au-dessus des autres, et ainsi de suite. Mais ce qui est cool, c'est que vous gardez la main sur chaque piste. Vous pouvez les verrouiller par exemple, mais aussi les cacher ou couper leur son en cliquant sur les boutons situés complètement à gauche. Par défaut, Filmora va ajouter tous les clips à la suite les uns des autres, et là en l'occurrence, ce n'est pas forcément pertinent parce que je vais uniquement vouloir conserver certains passages. Je vais donc jouer avec leurs repères pour réduire leur taille et les raccourcir. Sur ce clip, je vais carrément faire un cut pour me débarrasser plus facilement de la partie que je ne veux pas. Je vais donc placer la tête de lecture au bon endroit, sélectionner le clip et taper ensuite sur les ciseaux qui se trouvent complètement à droite. Là, je n'ai plus qu'à sélectionner la partie qui ne m'intéresse pas et à la supprimer en tapant sur la poubelle. Et comme on peut le voir, Filmora reste hyper fluide, il n'y a aucun ralentissement dans la timeline. Ma vidéo est bien avancée, on a sa structure principale, mais on va pouvoir l'agrémenter un petit peu. Je vais ajouter par exemple un fond sonore. Et là, je ne vais pas avoir besoin de prendre un abonnement chez Epidemic Sound ou Artlist, car Filmora intègre une bibliothèque de musique et de bruitage. Il suffit juste de taper sur les petites notes à gauche et d'aller chercher le bon onglet. Si je sélectionne musique par exemple, je vais pouvoir changer la sous-rubrique pour trouver le style que je recherche, même chose pour les bruitages. Et une fois la bonne piste trouvée, je tape juste dessus une première fois pour la télécharger et une seconde pour l'ajouter à la timeline. Attention par contre parce qu'elle viendra se placer au niveau de la tête de lecture. Alors bien sûr, la bibliothèque de son de Filmora est nettement moins vaste que celle des services que j'ai cités un petit peu avant, mais elle suffira amplement pour démarrer. Ensuite, je vais aussi pouvoir ajouter des gifs animés, du texte ou même des autocollants en fonction de mes besoins. Il y a pas mal de choix et on va même trouver tous les boutons habituels qui permettent d'inciter les gens à s'abonner à nos réseaux sociaux. Et je vais d'ailleurs en rajouter un à la fin de la vidéo. Ah, par contre, il est un petit peu long et du coup, il dépasse considérablement du projet. Du coup, je vais le raccourcir un tout petit peu et le replacer à la bonne place. Voilà, c'est nettement mieux. Là, on commence à avoir un projet qui ressemble à quelque chose, mais je trouve personnellement que la vidéo manque un petit peu de vie. On va donc lui ajouter pour commencer des transitions. Je vais juste taper sur le bouton entre ces deux clips par exemple et Filmora va directement m'ouvrir la bonne bibliothèque. Si j'ai un doute sur le rendu d'une transition, je peux taper dessus pour voir un exemple sur la droite. Et on peut voir d'ailleurs que ça ne rame absolument pas. Je vais tester celle-là, qui est pas mal... Non, celle-là peut-être. Ouais, c'est mieux. Je tape dessus pour l'insérer dans mon projet, et je peux faire pareil avec les autres transitions. Bon, par contre, je vous recommande quand même de ne pas avoir la main trop lourde. Trop de choses qui bougent peut effectivement nuire à la lisibilité d'une vidéo. Il faut donc savoir doser. Du coup, je vais m'arrêter là pour les transitions, et je vais aller fouiner un petit peu dans les effets. Ils se trouvent ici, et ils permettent d'enrichir très facilement les vidéos. En allant dans la sous-rubrique VHS, par exemple, je vais trouver des effets pour donner un look un peu rétro à certains de mes clips. Il y a pas mal de choix et certains effets sont vraiment travaillés, comme celui-là par exemple qui ajoute aussi des éléments en surimpression pour faire comme les caméscopes de nos parents. Dans l'onglet effets, on va trouver plein de choses aussi comme des distorsions, des tremblements ou même des aberrations chromatiques. Et si vous voulez voir à quoi ressemble un effet avant de l'appliquer, eh bien même chose que pour les transitions, il suffit de cliquer dessus. Mais moi pour le coup je ne vais pas ajouter d'effets parce que je trouve que ça n'irait pas vraiment avec la vidéo que je suis en train de monter. Au lieu de ça, je vais plutôt aller voir les filtres. Les filtres vont nous permettre de donner un petit peu de style à nos plans. Ils vont agir sur les contrastes et les couleurs principalement. Un peu comme les luttes, mais sans aller non plus aussi loin. Si je tape sur ce filtre par exemple, je peux voir à droite qu'il propose une prédominance de bleu. Là, on va plutôt être dans les teintes jaunes. Différentes salles pour différentes ambiances. Je vais sélectionner ce filtre par exemple et l'ajouter à la timeline. Il va venir se positionner au niveau de la tête de lecture comme tous les autres éléments. Je vais ensuite pouvoir le déplacer, l'allonger ou le rétrécir en fonction de mes besoins et surtout en fonction du nombre de clips à couvrir. Là en l'occurrence, je vais l'étendre à toute la vidéo pour conserver la même ambiance au sein de mes plans. Mais ce n'est pas fini. Si je le sélectionne, je vais aussi pouvoir modifier son intensité en tapant sur le bouton situé en haut dans la colonne de droite. Et ça marche avec tout. Si je sélectionne un de mes clips, je vais avoir plein d'icônes. Elles vont me permettre de jouer sur l'exposition, la balance des blancs ou même la vitesse, mais aussi de générer des sous-titres. Mais là pour le coup, je vais pas le faire ici parce que c'est une vidéo muette.
Ce bouton, par contre, il est hyper important. Grâce à lui, je vais en effet pouvoir changer rapidement le format de ma vidéo pour passer par exemple d'un format horizontal à un format vertical, ce qui peut être hyper pratique quand on est présent sur plusieurs plateformes. Et pour finir, on va juste sélectionner un cover et on va lancer l'export pour voir ce que le M4 a dans le ventre. Et comme on peut le voir, ça va très vite. Surtout qu'on a quand même ajouté pas mal d'éléments au final, ce qui a tendance à alourdir le projet. Côté prix, bien tout dépend de ce que vous voulez. Côté abonnement, on en a deux. On a un abonnement mensuel qui est proposé à 12,49$ et un abonnement annuel qui coûte 38,99$. Mais après, vous avez aussi un abonnement à vie qui vous reviendra seulement à 59,99$. Il faut aussi préciser que Filmora n'est pas uniquement disponible sur iPad, on a aussi une version pour les tablettes Android. Et en plus, les prix sont moins chers. Et maintenant, on passe à la suite. Wondershare n'est pas le seul à s'intéresser à l'iPad. Blackmagic a lui aussi lancé une version de son logiciel phare pour la petite tablette d'Apple, DaVinci Resolve. Cette version est elle aussi très aboutie et elle tourne à merveille sur l'iPad Pro M4, même avec des rushs en 4K 422 10 bits comme ceux produits par mon boîtier Sony A7 IV. Peu de choses à dire sur les imports, ils sont fulgurants même en allant chercher des rushs stockés sur un disque SSD. Le montage ne pose pas plus de problème. Je ne vais pas détailler chaque opération comme je viens de le faire, mais Resolve ne m'a pas posé le moindre souci jusque-là, pas même sur de gros dérushages. Bon point d'ailleurs, l'application peut être pilotée au doigt bien sûr, mais aussi avec le couple souris-clavier. Ce qui est hyper cool quand on utilise l'iPad connecté à un moniteur externe. Ce qui est précisément mon cas. Aucun problème non plus sur les transitions et les effets, le M4 encaisse sans broncher. Il n'y a aucune latence dans la timeline, la lecture reste fluide, même en ayant la main un peu lourde. Alors j'avais évidemment peur de subir quelques lags en étalonnage, mais ce n'est pas le cas. La création de nœuds est rapide, et c'est pareil pour l'application de LUT. Même les corrections colorimétriques sont répercutées instantanément et sans aucune latence sur le projet. L'export pour sa part se montre hyper rapide, alors bien sûr tout va dépendre des projets, mais par exemple, pour une vidéo courte de 3 minutes, il n'a besoin que de 2 minutes de temps d'export. Mais surtout, j'ai ressenti une vraie différence avec l'iPad Pro M1. Et ce, alors même que ce dernier tournait déjà à merveille avec Resolve. Il y a un usage que nous devons encore évoquer, le jeu vidéo. Car si l'iPad Pro n'a rien d'une console, il accueille tout de même de très grands titres. Genshin Impact, pour commencer, tourne parfaitement sur la tablette. Avec les graphismes au maximum et même en la connectant à un moniteur externe. Il n'y a pas le moindre ralentissement et surtout aucune latence entre le moment où l'on appuie sur le bouton de sa manette et le moment où l'action associée est exécutée. Alors c'est vrai, un Genshin Impact aujourd'hui tourne quasiment nickel sur la plupart des smartphones et tablettes haut de gamme, mais je m'attendais quand même à ce qu'il y ait un peu plus de soucis en connectant l'iPad Pro à un moniteur externe. Mais ce n'est pas le cas. J'ai donc eu envie d'aller un petit peu plus loin et de tester un titre AAA adapté à l'iPad, à savoir Resident Evil Village. Et une fois encore, tout s'est très bien passé. Le titre est resté extrêmement fluide, même en poussant les graphismes à fond et en activant le maximum d'effets visuels. Même constat pour Alien Isolation et finalement tous les jeux auxquels j'ai pu jouer durant cette semaine passée en compagnie de l'iPad Pro M4. Alors, c'est vrai que dans l'absolu, c'est pas vraiment surprenant. L'iPad Pro M1 est déjà excellent dans cet usage et je m'attendais évidemment à ce qu'il en aille de même pour le remplaçant de son remplaçant. Maintenant, il faut quand même reconnaître que le catalogue de l'App Store est encore un petit peu limité au niveau des titres AAA. C'est en train de changer, mais à mon avis, il faudra encore quelques années pour avoir un catalogue vraiment dense. Bon, après, bien sûr, il y a des solutions pour contourner ce problème, mais je ne vais pas approfondir le sujet parce que ça fera l'objet d'une autre vidéo. Je ne vous en dis pas plus. Alors je m'attendais à être agréablement surpris par la puissance du nouvel iPad Pro et c'est clairement le cas. Pas une fois je n'ai réussi à le prendre en défaut. Même sur des usages très gourmands. Même sur des usages habituellement réservés à nos Mac. Techniquement donc, l'iPad Pro M4 n'a pas grand-chose à leur envier. Il y a cependant de nombreux points que je n'ai pas évoqués dans ce test, comme l'écran ou encore la plateforme, et c'est parfaitement normal puisqu'il portait exclusivement, je le rappelle, sur les performances de l'iPad Pro M4. Une autre vidéo sortira donc dans quelques jours et elle sera bien plus complète. Mais surtout, elle vous permettra d'avoir une vision d'ensemble de l'iPad Pro M4. Du coup, le moment est sans doute bien choisi pour vous proposer de vous abonner à la chaîne. Merci en tout cas de m'avoir suivi jusque-là et merci à Wondershare qui est partenaire de cette vidéo et qui m'a donc permis de dégager du temps pour la produire. Et comme à l'accoutumée, je vous souhaite de passer une excellente semaine ou un très bon week-end suivant le moment où vous verrez cette vidéo. Et c'est promis, on se retrouve très vite, ici mais également ailleurs. Ciao.